80, tous plus ou moins formés par Hermite, ou du moins ayant eu Hermite comme maître, et il y a au moins 3 grands mathématiciens qui commencent à émerger à cette époque, à savoir, outre Henri Poincaré, il y a son condisciple Appel, Paul Appel, et un autre qui est plus ou moins un ami, qui est Émile Picard. Parmi les autres pistes à suivre, pour considérer qu'il y a une certaine logique dans le fait que Poincaré soit intéressé par la mécanique céleste, c'est la formation à l'école polytechnique. Lié à cette formation à l'école polytechnique est lié aussi le statut de la mécanique céleste en France, à savoir que c'est une discipline qui est considérée comme extrêmement prestigieuse. Et donc, c'est pas complètement indifférent que Poincaré, formé à l'école polytechnique, déjà ayant quelques connaissances, et des connaissances certaines plutôt en mécanique céleste, veuille lui aussi apporter des contributions dans ce cadre-là. Après, il y a un certain nombre d'opportunités. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a des rencontres, le fait que, par exemple, comme on va le voir, Hermite trouve une petite contribution de Poincaré parmi celle-là comme particulièrement intéressante et en parle en particulier à des savants suédois et allemands, va faire que Poincaré va être au centre de tout un petit réseau de questionnements sur ces questions très rapidement. Parmi les autres opportunités, il y a la création d'un journal astronomique, c'est le bulletin astronomique. Et finalement, il y a aussi le fait que ça marche très très vite. C'est-à-dire que Poincaré va s'apercevoir que les techniques qu'il domine le mettent très très vite en avance par rapport aux autres mécaniciens célestes. Alors si on veut regarder le statut de la mécanique céleste et plus généralement de l'astronomie, eh bien dans ces années-là, au 19e, tout au long du 19e et en particulier dans la deuxième partie du 19e, vous avez l'astronomie et en particulier la mécanique céleste. C'est une discipline qui est à la fois prestigieuse, populaire, comme Laurent l'a rappelé avec en particulier le travail de Camille Flammarion, et qui est au cœur des curricula, des programmes. À savoir que l'astronomie, dans les lycées, il y a un cours d'astronomie. À l'école polytechnique, il y a un cours de mécanique céleste, et c'est pas n'importe qui l'assure, c'est Faye, dont je me souviens plus le prénom. Bon, enfin, Hervé Faye. Vous avez Losda qui succède à Faye à l'école polytechnique et qui produit lui aussi son cours. Vous avez des livres qui s'appellent Cours de mécanique céleste de l'école polytechnique. Vous avez une chaire à la Sorbonne en mécanique céleste. En plus, la mécanique céleste véhicule un certain nombre de mythes et de personnages mythiques, à savoir Laplace, le Verrier depuis la découverte de Neptune. Vous avez institutionnellement une mise en scène de la mécanique céleste qui est au centre des travaux. On peut citer le rapport de Delaunay sur les progrès de l'astronomie et celui de Chasles sur la géométrie, qui parle, bien entendu, en insistant sur la mécanique céleste. Plus ponctuellement, mais c'est quand même lié au prestige de la discipline, à partir de 1872, dans le cadre d'une décentralisation et d'une politique de promotion de la science, après la défaite de 70, de nombreux observatoires sont créés et réformés. Et là, je ne sais pas si vous avez vu passer ou si, dans le cadre de votre société, vous avez pu regarder ça, mais vous avez, avec une belle faute d'orthographe, un ouvrage tout à fait remarquable sur la refondation des observatoires sous la Troisième République, par Jérôme Delano et Noé et Caroline Soubiran. Vous avez bien entendu la commission de Vénus, parce que ça passe pas qu'en 2012, Vénus ne passe pas qu'en 2012 devant Antin. Et vous avez de nombreux enjeux internationaux, et quand je parle d'enjeux internationaux, c'est des enjeux
à la fois internationaux de rivalité scientifique, mais ça peut être aussi lié à des enjeux économiques. Alors si on regarde un tout petit peu plus précisément, parce que Poincaré va s'intéresser au moins au début essentiellement au problème des trois corps, eh bien en fait il y a un flux continu de contributions à ce problème, à la résolution de ce problème, et plus généralement aux techniques de perturbation. Alors vous les avez déclinés, etc. J'en donne quelques-uns, mais on peut en trouver des dizaines et des dizaines. C'est donc un sujet chaud. C'est un sujet qui intéresse les gens, à savoir que résoudre le problème des trois corps, ou simplement apporter une contribution significative à l'étude de ce problème, c'est quelque chose qui est pour les scientifiques à la fois un enjeu scientifique, mais aussi un enjeu de prestige. Alors, la mécanique céleste, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est une tradition de l'école polytechnique, et Poincaré passe par l'école polytechnique, et donc suit un cours de mécanique céleste. Et sous le biais de l'analyse appliquée à la mécanique céleste, ce qui est le premier genre que Poincaré adopte, c'est-à-dire que dans un premier temps, la mécanique céleste, c'est l'horizon, et il se propose d'étudier et de proposer des nouvelles méthodes pour étudier de manière qualitative les équations différentielles, pour pouvoir justement aborder la mécanique céleste, parce qu'il est, dès le départ, relativement convaincu que les techniques qui consistent à obtenir explicitement des solutions, et en particulier les séries qui sont manipulées par les astronomes et les mécaniciens célestes, ne sont pas mathématiquement valables, et on va y revenir, en particulier pour des problèmes de convergence, et même quand ça converge, comme il dit, c'est pas pour autant que le problème important, à savoir le problème de la stabilité du système, pourrait être résolu. Alors, dès 81, en fait, tout à l'heure on a parlé des notes, mais en fait dans un de ses premiers grands mémoires, donc un des mémoires dans lequel justement il étudie les courbes qui sont définies, les fonctions ou les courbes qui sont associées aux fonctions qui sont définies par une équation différentielle, et donc où il va s'intéresser beaucoup plus à la forme de la solution, c'est ce qu'on appelle la théorie qualitative, eh bien son engagement là-dedans, c'est justement de prendre, pour exemple, le problème des trois corps. Et donc, et comment il aborde ce problème des trois corps, vous le verrez, c'est pas de trouver une solution. C'est la question qu'il pose, c'est ne peut-on se demander si l'un des corps restera toujours dans une certaine région, ou bien s'il pourra s'éloigner indéfiniment, c'est-à-dire le problème de la stabilité du système défini par les trois corps. Bon, et après, c'est de nouveau tout utile autour de la stabilité. Alors, ça, c'est donc, dirons-nous, la logique interne des mathématiques de Henri Poincaré, qui l'amène, et de sa formation, qui l'amène à, dirons-nous, à considérer que le problème des trois corps est un problème pour lui. Maintenant, si on regarde parmi les autres pistes qui peuvent dans lesquelles Poincaré peut trouver des motivations à investir la mécanique céleste, c'est de regarder sa carrière professionnelle durant les premières années. Donc je vais aller assez vite, d'autant que Laurent en a déjà un peu parlé, et l'idée est simplement que la mécanique céleste, ça va être un des points sur lesquels Poincaré va essayer de faire une différence avec ses amis concurrents. C'est-à-dire que on va voir que la carrière de Poincaré se passe plutôt bien, mais pour autant, dans la course à un poste, donc à cette époque, faire carrière, c'est obtenir un poste à la Sorbonne, et dans cette course-là, il a de sérieux concurrents qui ont aussi
des contributions en analyse importantes. C'est les deux dont j'ai parlé, à savoir Paul Appel et Émile Picard. Donc en 1979, il est nommé à Caen, et en 1980, ce que l'on peut regarder très rapidement, c'est que, par exemple, ce qui est important dans cette course à la carrière, c'est la participation au concours, le Grand Prix des sciences mathématiques de l'Académie des sciences, dans lesquels il dépose un mémoire, puis un premier suppléant, puis un deuxième suppléant, puis un troisième suppléant. C'est-à-dire qu'il s'intéresse beaucoup à ce concours. Il ne le gagnera pas, il sera simplement deuxième, mais le 14 mars, il obtient une mention très honorable dans ce prix. C'est le début, c'est les débuts de ses travaux dans les fonctions fuchsiennes. En 1981, il se marie, et il se marie pas tout à fait avec n'importe qui, puisque son épouse est la fille d'un administrateur du Crédit Foncier et son maître Hermite. Quand Hermite écrit à Mittag-Leffler, alors excusez-moi, j'ai laissé passer les ML. Alors ML, c'est Mittag-Leffler. C'est un mathématicien suédois avec lequel Poincaré a une correspondance, et Hermite aussi. Et Hermite est un grand commentateur de la vie sociale des mathématiciens et des milieux scientifiques. Et donc, par la correspondance de Hermite, on a plein de renseignements sur ce qui se passe dans les milieux parisiens. Il arrive à Paris sur un poste de maître de conférence. En même temps, on peut souligner que Poincaré adhère à l'Association française pour l'avancement des sciences, c'est-à-dire c'est un lieu de vulgarisation. Donc en même temps, il poursuit une carrière académique, et en même temps, il investit des lieux de sociabilité et de popularisation des sciences. Et d'un point de vue académique, c'est sa première candidature. Alors malheureusement, on n'arrive pas à retrouver le texte qu'il a remis pour être candidat en 1981. Il est présenté par la section, donc sa candidature est retenue en 5e ligne, c'est-à-dire donc il faut un peu attendre. En première ligne, on est reçu à l'Académie. En deuxième ligne, on vous signale que votre tour sera la prochaine fois, et puis après 3e, 4e, 5e, etc. En 1982, Poincaré rencontre un certain nombre de mathématiciens internationaux, Mittag-Leffler, Kolonenskaya, Lie, etc. En 1983, il investit à la fois l'association française et il obtient une position à l'école polytechnique. Et on commence à songer à lui pour une chaire. Et vous remarquerez que la première fois que l'on pense à Poincaré pour lui assurer une chaire, c'est un projet qui sera avorté, mais c'est pour une chaire d'astronomie au Collège de France. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez des petits schémas que je vous ai donnés, à cette époque, Poincaré a publié 3 notes en mécanique céleste. Et donc ces 3 notes-là justifient que les membres de la commission chargée de nommer un futur professeur, le titulaire de la chaire d'astronomie au Collège de France, que Poincaré sa candidature puisse être envisagée sans que ça fasse rire tout le monde. Il continue sa progression du côté de l'Académie des sciences, puisqu'il passe à la 4e ligne, en même temps que tous ses concurrents. En 1985, il obtient enfin une chaire à la Sorbonne. Donc en fait, pourquoi cette énumération, qu'on pourrait rendre plus précise encore, insister sur d'autres, c'est qu'en fait, on a typiquement un jeune homme talentueux, ambitieux, et qui quelque part ne néglige rien pour acquérir du capital symbolique dans le champ universitaire. Il a des productions mathématiques nombreuses, diverses, de qualité, qui sont consacrées à des sujets extrêmement importants, c'est-à-dire les fonctions fuchsiennes, ça le met, je vous rappelle, en concurrence avec tout le milieu allemand autour de Klein, etc.
la mécanique céleste fera partie de ces sujets chauds, et en particulier, il participe aussi à des concours, il fait acte il candidate à l'Académie très très tôt, il est membre donc de sociétés, etc. Alors, si on regarde que Poincaré, on a l'impression que bon, ben, c'est tout. En 4 ans, il s'est construit, il a tout fait pour obtenir cette position, qui est la position, dirons-nous, dont rêve énormément d'universitaires, une chaire à la Sorbonne. Je signale, il a 31 ans. Même à cette époque, pas mal. Simplement, ils sont 3. Donc vous avez... Et non seulement ils sont 3, mais finalement, la carrière de Poincaré n'est pas si rapide que ça, si on la compare à celle de Paul Appell et celle de Picard. Si on les regarde de plus près, eh bien, Paul Appell, qui a 1 an de moins, et Émile Picard, qui vont avoir 2 ans de moins, vont plus vite que lui. À savoir que Picard, je ne sais plus où c'est marqué, Picard est tout de suite chargé de cours à la Sorbonne et obtient sa chaire à 30 ans pile, alors que Poincaré, on le fait attendre jusqu'à 31 ans. Et pour rappel, c'est à peu près la même chose. Et donc, la mécanique céleste, ça va être, chez Poincaré, un des points qui fait la différence avec Picard et Appell, puisque Picard et Appell vont essentiellement, eux, intervenir pour Picard en analyse et Appell en analyse et en mécanique. Alors maintenant, si on regarde sur une note, c'est une note que Poincaré publie le 17 février 1882, c'est sur l'intégration des équations différentielles par les séries. Alors si on la lit, en fait, c'est un... Poincaré propose un truc pour que les séries que l'on obtienne convergent sur R tout entier, ensemble. Donc on sait bien qu'avec les séries entières, il y en a qui convergent sur des domaines bien finis, et avec une petite manipulation, que l'on va voir dans la prochaine image, Poincaré donne un truc pour que ça converge sur R tout entier. Et cette note-là va interpeller très très rapidement un certain nombre de mathématiciens, et non des moindres, à savoir donc, ça va être la note dont Hermite va faire une promotion auprès non seulement de Mittag-Leffler, mais là Hermite fait la promotion de Poincaré avec plein d'autres travaux, mais non seulement auprès de Hermite, mais auprès de l'astronome suédois Gulden. Et Gulden, c'est un des maîtres de la mécanique céleste en Europe. C'est celui qui propose des nouvelles méthodes justement pour aborder le problème des 3 corps. En particulier, il propose de ne pas partir des ellipses qui sont les solutions du problème des 2 corps, mais grosso modo une des stratégies, on va dire, que tout le monde a utilisé était de prendre le problème des 2 corps. Alors le problème des 2 corps, c'est un problème qui est très facile, qu'on peut quasiment donner en terminale, et les orbites sont des ellipses, et de considérer que le 3e corps perturbe ce problème-là, et donc on part d'ellipses, et puis on considère la perturbation apportée par le 3e corps. Et Gilden propose, lui, de partir d'orbites, qu'il appelle les orbites intermédiaires, mais qui sont plus adaptées justement à cette technique de perturbation. Donc, Gilden, c'est celui qui incarne les dernières avancées en Europe, hein, parce qu'à la même époque, il y a un Américain qui s'appelle Hill, qui fait des choses pas mal, et que Poincaré sera un des premiers à s'apercevoir que c'est plutôt du côté de Hill qu'il faut regarder. Mais, donc, pour revenir à Gilden, c'est, dans le milieu de mécanique céleste, celui qui incarne, dirons-nous, les dernières avancées dans ce problème, dont je vous rappelle que c'est un des problèmes centraux de la mécanique céleste. Et tout de suite, donc, Hermite dit à Mittag-Leffler, donc c'est les gens à Stockholm, hein,
dit à Gilden de regarder cet article dans les comptes rendus, et puis ça fait des échanges. Poincaré est chargé de faire des cas particuliers, parce que l'article de Poincaré, c'est un article assez général. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui commence à intervenir, c'est Weierstrass. Alors de nouveau, Weierstrass, c'est le vieux maître des mathématiques, enfin en 82, il n'est pas si vieux que ça déjà, et c'est le maître européen des mathématiques, c'est-à-dire le maître de l'école allemande. Et Weierstrass, un de ses résultats était que les séries du problème des trois corps, telles qu'elles étaient abordées par les astronomes, ça ne pouvait pas converger sur toute Terre. Et voilà Tipak, un jeune mathématicien, dit « Mais si, moi je sais faire converger sur toute Terre, toutes ces histoires-là, c'est juste un changement de variable. » Alors Weierstrass écrit à Kovalevskaya, qui est à Stockholm. Ça circule dans tous les sens. Vous avez enfin, à un moment, Weierstrass écrit à Mittag-Leffler, mais qu'est-ce que c'est que cet article Finalement, Mittag-Leffler écrit à Poincaré en disant « Weierstrass vous pose des questions » et ça se termine par, le 18 avril 1883, par une lettre de Poincaré à Mittag-Leffler qui répond à Weierstrass, en fait, et vous allez voir, là j'ai donné un extrait un tout petit peu long, parce que ça donne en même temps là, un véritable sentiment sur la confiance que Poincaré peut avoir dans ses travaux. Alors imaginez, hein, vous avez Poincaré, 32 ans, il publie des maths depuis 80, ça fait 3 ans qu'il publie des maths. Bon, il a publié déjà pas mal, hein, mais il avait 3 ans. Et il écrit, en fait il répond indirectement, par l'intermédiaire de Mittag-Leffler, à une question posée par un des mathématiciens. En fait, je pense qu'à l'époque, il y a 2 grands mathématiciens, du moins dans l'image du milieu. Il y a Hermite en France et il y avait Weierstrass en Allemagne. Voilà, pour situer Weierstrass. Et donc, Poincaré lit, j'ai lu avec un grand intérêt la lettre de M. Weierstrass, etc. Puis il lui explique que Weierstrass ne comprend rien, que dans son changement de variable, le paramètre, c'est plus le temps. Donc, c'est pas en contradiction avec le théorème de Weierstrass. Il explique que les changements de variables qu'il donne, eh ben, sont sous cette forme-là, hein, c'est-à-dire ce petit rapport-là, exponentielle alpha s moins 1 sur exponentielle alpha s plus 1, et que si les planètes ne se rencontrent pas quand s varie de moins l'infini à plus l'infini, eh ben, le temps, lui, croît aussi de moins l'infini à plus l'infini. Et puis quand ça se rencontre, c'est là le ton, les formules ne donnent plus rien à partir du temps t0, à partir du moment où les 2 corps se choquent, et c'est ce qu'elles ont de mieux à faire. Bon, voilà, donc il continue comme ça, et finalement il explique que de toute façon il a dit que ça allait servir en mécanique céleste, mais que c'est pas forcément la solution la plus zweckmäßig, c'est-à-dire la plus adaptée, je sais pas. Il y a des germanophones chez vous, la zweckmäßig oui, adaptée. Bon, en fait, cette histoire autour de cette note, ça dure encore pendant un certain temps, puisque Hermite, lui, continue, et dans son rapport à la candidature de Poincaré à l'Académie française, alors, outre après, il rappelle les travaux en fonction fuchsienne, il rappelle les travaux sur les équations, etc., mais Hermite insiste longuement sur cette note-là, en la mettant dans la lignée, vous voyez, il y a peu de qui, de Laplace, de Poisson, de Leverrier. Hein, c'est-à-dire que, de nouveau, Hermite défend la candidature de Poincaré en le mettant dans une certaine dirons-nous, filiation avec les plus grands. Bon, alors ça c'est un peu long. Et en fait, ça fait partie, dirons-nous, de l'image de Poincaré dans ce milieu, et dans cette manière dont Poincaré va faire sa place parmi les mathématiciens. Alors en fait, celui qui fait la place de Poincaré, donc bien entendu, hein, il y a les travaux de Poincaré, enfin après, on a besoin d'être défendu dans toutes ces instances, etc. Et ça tourne beaucoup autour de Hermite. Donc, pour situer
le problème de Hermite, rappelons quand même que Picard est son gendre, et Appel est le mari de la fille de son beau-frère. Ah, c'est un petit monde. Et donc, finalement, donc, Hermite a ces trois élèves-là, ils ont tous un rapport de filiation et de cours. Et Hermite continue, petit à petit, toujours à défendre l'idée, finalement, Poincaré, c'est quand même le meilleur. Alors voilà, donc, un certain nombre de citations qui vont mettre toujours issues de la correspondance de Hermite à Mitaigle et Fleur, qui mettent Poincaré et ses condisciples en scène, et on voit un peu des citations, par exemple celle du haut, là, 1882, entre Poincaré, Appel et Picard règne la concorde et la plus grande cordialité. À vous, mon cher ami, et en secret, je vous fais l'aveu que Poincaré me semble d'un génie supérieur et appelé à jeter un glorieux éclat sur les mathématiques françaises. Bon, par ailleurs, il y a des éléments qui ont déjà été cités par Laurent sur le fait que Poincaré était soutenu par le ministère. Et un certain nombre de professeurs à la Sorbonne sont assez opposés à la candidature de Poincaré à la Sorbonne, et ça se retrouvera un petit peu à l'Académie. Et en particulier, il y a Bouquet, qui, lui, défend Appel et Picard dans une vraie bataille entre normaliens et polytechniciens. Ça, c'est... c'est pas... Ça a commencé là. Je pense que ça n'est plus vrai, mais c'était le début d'une bataille qui a duré un certain temps. Alors toujours, vous avez remarqué, hein, je vous fais une conférence autour de correspondance, parce que c'est une de nos spécialités à Nancy. Là, Laurent les a montrés. Un de nos travaux, c'est d'éditer la correspondance de Poincaré. Et donc, dans le 3e tome, qui est consacré justement à la correspondance de Poincaré avec les astronomes, les géodésiens et les mécaniciens célestes, il y a cette correspondance avec Anders Lindstedt, qui dure une correspondance d'une dizaine de lettres, qui dure pendant 2 ans, entre 83 et 85. Alors pour vous dire, Lindstedt, il travaille à Dorpat, et il propose des solutions à partir justement de la stratégie de Gilden. Il améliore la stratégie de Gilden et propose de nouvelles séries qui s'appellent les séries de Lindstedt d'ailleurs, et ça s'appelle toujours les séries de Lindstedt, ça sert encore, pour justement construire des solutions du problème des 3 corps, ou plus généralement d'un problème de dynamique. Et la correspondance commence par le fait que Anders Lindstedt a envoyé à Poincaré des notes qu'il a publiées dans le journal allemand. J'ai oublié un CH là, hein, c'est pas Nachrichten comme ça, c'est Nach. Bon, excusez-moi. J'ai fait quelques fautes. Hein. Bien. Et tout va tourner autour du développement des solutions que propose Lindstedt de cette équation que vous avez ici, hein, qui est écrite. C'est donc une équation avec du 2e degré, avec un second membre qui s'exprime de manière compliquée. Et ça montre tout de suite que dès 83, Poincaré fait partie des interlocuteurs possibles dans ce champ. Hein, c'est-à-dire, et pourtant, quand même, c'est la même génération, certes, mais c'est quand même le milieu suédois. Mais dès 83, Lindstedt envoie ses travaux. Alors ça
c'est lié justement à l'histoire que je vous ai racontée auparavant, à savoir au fait que Gilden avait reçu et lu et travaillé un des papiers de Poincaré. Alors le premier point de cette correspondance, c'est de discuter autour des termes séculaires, des développements, des solutions de l'équation. Alors c'est une équation particulière, hein. L'équation générale, c'est celle qui est écrite ici, et il faut, avant de commencer à faire la théorie générale de cette équation, je vous jure que c'est pas de la tarte, on prend des exemples. Et donc on prend des exemples en particulier avec des choses un peu sympathiques. Le deuxième terme, là, il est sympathique. Et en fait, cette équation, c'est une vieille équation. Elle commence en fait avec d'Alembert. Et puis Lagrange, vous la retrouvez chez Lagrange. En fait, Lamé l'obtient dans un cas particulier de ces fonctions sphériques. Émile Mathieu, Weber, Gilden avait abordé, Heine, et ça apparaît dans différents contextes. C'est-à-dire que c'est une équation qui n'est pas simplement liée à la mécanique céleste, c'est une équation que vous allez utiliser en physique mathématique, que vous pouvez utiliser sur les fonctions sphériques, et à partir de 80, de nouveau, c'est une équation qui est au centre des débats de mécanique céleste. Et alors en particulier, vous avez une série de mécaniciens célestes qui travaillent sur cette équation. Et ce que l'on regarde, c'est en fait que les techniques sont radicalement différentes. Et c'est ça un des points sur lequel, une des conclusions qu'on peut se tirer de l'analyse de cette correspondance, sur laquelle on va aller vite quand même, parce qu'on commence à faire tard, c'est que Lindstedt travaille, et c'est le principe de sa solution, hein, c'est-à-dire qu'il propose une série, et il propose un algorithme pour construire la série, et donc il utilise des itérations, développement en série, etc. En fait, il utilise des équations de récurrence. Alors qu'en fait, Poincaré obtient quasiment les mêmes résultats en utilisant des techniques linéaires qu'il avait récupérées chez Fuchs, qu'il a déjà utilisées dans ses travaux de théorie qualitative des fonctions, et qui commence à diffuser en France, puisque par exemple, un autre de nos héros, Floquet, utilise aussi ces techniques dans sa thèse qui est publiée, qui est soutenue à peu près dans cette période-là. Et vous voyez le style de Poincaré, et on va comprendre après que c'est bien plus grave que ça. Voilà l'analyse par laquelle j'arrive à ce résultat, analyse que je croyais connue, mais qui ne doit pas l'être, puisque vous qui êtes si bien au courant de ces questions, vous ne semblez pas la connaître. Le deuxième point, et ça c'est un point théorique extrêmement important, c'est la robustesse et la convergence des développements de Lindstedt. C'est-à-dire que dans ces lettres-là, Poincaré explique à Lindstedt toutes ses réflexions sur les différentes formes et ce qu'il entend par stabilité. Et donc, il y a un certain nombre de réflexions sur la convergence, l'utilité les différentes formes de convergence et comment on peut arriver à des résultats, dirons-nous, significatifs du côté de la stabilité du système des trois corps. Mais, sur la robustesse, c'est-à-dire que vous n'obtenez qu'un seul développement. Ça, c'est donc deux types de réflexions que Poincaré a et mène à la fois en discutant avec Lindstedt et par d'autres travaux, et il commence à arriver à des véritables résultats, à savoir en particulier que les développements de Lindstedt ne sont pas convergents. Alors pour autant, et là de nouveau, Poincaré commence à mettre en place à la fois des concepts importants, à savoir celui de convergence asymptotique, et en même temps à bien définir quel est le travail entre les astronomes et le travail entre les mathématiciens. Savoir que les mathématiciens, ils ont besoin de développements qui sont convergents, parce qu'il faut que ça soit significatif. Mais pour autant, les séries utilisées par les mécaniciens célestes sont tout à fait satisfaisants pour les astronomes,
puisque ça leur permet de calculer, puisque justement ce sont la plupart du temps des développements plus ou moins asymptotiques. Et donc Poincaré commence à mettre en place un certain nombre de lignes théoriques, et en fait, dès la fin de 83, si on regarde, Poincaré a mis en place l'idée de solution périodique, qui sera au centre de sa manière d'aborder le problème des trois corps quand il sera plus tard, dans les années 90, dans lesquelles il publiera son grand traité sur les méthodes nouvelles. Il a mis en place la notion de développement asymptotique et il a une approche fine de la notion de stabilité. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la présentation de ses travaux par lui-même, où en quelques lignes, il définit... D'accord. Et donc, le troisième point de cette correspondance, c'est justement la possibilité des développements de Lynchette. C'est bien beau de parler des développements, mais il faut montrer que l'algorithme, on peut le poursuivre jusqu'au bout. Et là, en fait, Poincaré explique à Lynchette que sa méthode, oui, elle existe et qu'on peut obtenir quasiment tout le temps des développements. Alors, à la fin de cette correspondance, le pauvre Lynchette, il se retrouve un peu nu. À savoir que Poincaré, il lui a expliqué qu'il avait mieux compris que lui, qui avait pourtant trouvé ces développements, Poincaré a mieux trouvé, mieux compris, et à la fin, une des dernières lettres de Lynchette, c'est de dire qu'il va aller apprendre les mathématiques. Voilà, bon, en plus, mais ça je vais passer, c'est une des premières fois où Poincaré met en place son heuristique, à savoir, c'est toujours de rechercher le bon cas, celui qui exprime bien l'essence du problème et ne s'embête pas avec d'inutiles complications. C'est-à-dire que ce type de citation, là, la dernière, c'est des citations qu'on retrouvera un certain nombre de fois chez Poincaré. Alors le dernier point, sur lequel on va aller vite, c'est en fait pourquoi Poincaré avance et va continuer à travailler en mécanique céleste. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de dynamiques qui se sont mises en place, mais en fait, en plus, il est attiré par les mécaniciens célestes français. Alors très rapidement, il a un aîné à l'école polytechnique, c'est le mécanicien et astronome Octave Calandreau, qui, dès 82, ils sont en contact, et on a des traces de leur correspondance, manifestement il y a des troncs, où ils abordent tous les deux, à savoir ces grands problèmes et ces grandes questions de théorie des perturbations, de questions de stabilité, et de ce que ça veut dire à la fois pour le mathématicien, ce que ça veut dire pour l'astronome. Et je vous cite à début 82, cette citation de Octave Calandreau dans une lettre, dans laquelle, en fait, Calandreau lui suggère un programme, et ce programme-là, on le retrouve dans l'article qui sera primé du roi de Suède. Enfin, c'est une partie du programme. Alors, très rapidement, pour terminer, en fait, un des moments, c'est aussi que Poincaré rencontre un journal. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on peut regarder de manière un petit peu... On a eu la revue de morale et de métaphysique et de morale. En fait, Poincaré a des relations avec des journaux dans lesquels il investit, à savoir, par exemple, il y a Acta Mathematica pour les fonctions fuchsiennes, il y a pour la philo la revue de métaphysique et de morale, et pour la mécanique céleste, une de ces revues, c'est le bulletin astronomique. En 84, juste au moment où Poincaré a plein de choses à vendre, eh bien, la communauté des astronomes français crée un journal qui est issu, grosso modo, de la division d'un journal qui s'appelait le Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques, qui devient le Bulletin des sciences mathématiques, donc ce qui fait que l'astronomie n'a plus trop de journal, et donc les astronomes, à savoir Tisserand, etc., autour de Tisserand et de l'Observatoire de Paris, décident de créer un nouveau journal, le Bulletin astronomique, et donc avec des objectifs qu'on retrouve un peu partout, toujours les mêmes, et dès le début, Tisserand,
qui va être donc le rédacteur en chef, le porteur de ce projet, songe à Poincaré comme collaborateur, il lui écrit et essaye de l'attirer. Et en fait, c'est, comme on dit de nos jours, une sorte d'accord gagnant-gagnant, à savoir que Tisserand gagne un collaborateur qui lui donne régulièrement des contributions, et en même temps, Poincaré s'instaure et officiellement, dirons-nous, intronisé mécanicien céleste. Et en fait, ça sera une collaboration plus que fructueuse, puisqu'en fait, en dehors des notes au compte-rendu, hein, vous savez, ça c'est un format très court, et là, il y en a, Poincaré en fait, je ne sais plus combien, mais enfin, on est de l'ordre de la centaine, mais en dehors de ce journal, c'est le journal avec lequel Poincaré va le plus contribuer, puisque, j'espère que je vous ai mis le nom, 37 articles, tout au long de sa carrière, c'est-à-dire dès 84 jusqu'en 1912, Poincaré va publier dans le bulletin astronomique. Voilà. Je m'arrêterai là-dessus. Oui, je vais me remplacer. Le dernier. Est-ce que oui, ça marche. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai une avant de passer la parole au public. D'abord, quel homme, Poincaré. On a beaucoup dit que Poincaré était le précurseur d'Einstein au point de vue de la relativité. Vous n'en avez pas du tout parlé. Quelle est votre opinion à ce sujet? Si vous en avez une. Non, pas encore. On va d'abord leur demander. Ah, déjà, je vais... La notion de précurseur... parlez dans le micro, s'il vous plaît. La notion... C'est moi qui... Voilà. La notion de précurseur, je pense, est douteuse en histoire des mathématiques. Donc les... Non, c'est pas le sujet, parce que moi je suis pas historien de la physique, et Laurent non plus. Enfin. Donc sur cette question de la relativité, je ne vais pas m'attarder, mais je veux dire qu'il y a deux théories, on va dire, qui sont développées de manière parallèle, ensemble, que Poincaré a des contributions absolument fondamentales dans ce champ, en particulier de montrer que les transformations de Lorentz forment un groupe. Et ça, c'est un vrai... c'est incontestable. Ça, c'est absolument incontestable, mais en plus, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde, c'est vraiment pas évident de le montrer, parce qu'à l'époque, les transformations de Lorentz étaient présentées de telle manière que c'est pas évident de s'apercevoir que c'est un groupe. Donc ça, c'est indéniable. Par ailleurs, après, il y a deux théories. Poincaré a développé dans la dynamique de l'électron une théorie autour d'un principe de relativité. Einstein en a développé une autre. Ce qu'on peut dire, c'est celle d'Einstein qui a gagné. C'était le sens de l'époque, un peu, quoi. Ah bah oui, c'est des travaux qui datent dès déjà 1897. Il y a des réflexions sur la théorie de la relativité, etc. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur? Le fil est... Oui, il faut se remettre dans l'envers de l'époque. Hein? Excusez-moi. Je peux parler. Oui. Une ambiance absolument hyper nationaliste. 27 janvier 1994. Vous pourriez vous présenter? Oui, je suis Christian Marchal, je suis conseiller scientifique et de la direction des études de synthèse à l'ONERA. Alors je disais 27 janvier 1994, c'est l'anniversaire du Kaiser, et l'historien Heinrich von Schreitzer est appelé à nous faire un discours. Il va... Merci.
il va dire carrément « Encore une guerre victorieuse, et comme l'ancienne Pologne, la France ne sera plus qu'un mauvais souvenir historique. » Vous voyez l'ambiance de ces années. Hein. 1905, c'est la guerre russo-japonaise. Les Russes prennent pile sur pile et c'est très grave. Le comte von Schlieffen, le futur maréchal, chef d'état-major de l'armée allemande, va voir le Kaiser et lui dit « C'est le moment d'écraser la France définitivement. La Russie est hors jeu. Dans 10 ans, elle sera de nouveau debout. Ce ne sera plus possible. » Le Kaiser a besoin d'un prétexte pour entraîner les Allemands derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il exige carrément la démission de Théophile Delcassé, ministre des Affaires étrangères. Excuse, vous allez faire un tour de ça? Oui, oui. Non, mais c'est épouvantable cette histoire. Non, mais attendez, on arrête dans 5 minutes. Je suis d'accord. Bon. Et Théophile Delcassé, provocation bien supérieure à celle de Debrecen, s'il est sur son. Eh bien non, le gouvernement français fout à la porte de Théophile Delcassé. Et ceci, le 6 juin 1905, malgré les protestations de ce malheureux. Or, c'est le 5 juin 1905 que Henri Poincaré a présenté sa note à l'Académie sur la relativité. Autant dire qu'aucun Français ne l'a lu. Ils ont tous la tête ailleurs, c'est évident. Mais cette note va être envoyée à tous les correspondants de l'Académie dans les jours qui suivent. Elle arrive à Göttingen, à l'université de Göttingen, le 13 juin au plus tard. Or, et ça c'est le fait nouveau découvert par Lewis Pienson, il y a à ce moment à Göttingen un séminaire sur la théorie des électrons. La note de Poincaré ruine plusieurs exposés de ce séminaire, en particulier les exposés sur les électrons plus rapides que la vitesse de la lumière. Poincaré montre que ça n'existe pas. Évidemment, David Hilbert, Hermann Minkowski et Sommerfeld, qui sont les fondateurs de ce séminaire, eh bien, comprennent tout de suite qu'il y a un problème très grave. Étant donné l'ambiance de l'époque, ils ont voulu germaniser cette découverte essentielle. Et c'est, pour ce faire, il faut le publier tout de suite et éviter toute recension de travail de Poincaré dans les annales de physique. Or, tous les travaux de physique de Poincaré sont recensés dans les annales de physique, sauf sur la dynamique de l'électron. C'est vraiment absolument fantastique. On va passer la parole au public. Alors, Einstein là-dedans. Oui, ben, Einstein là-dedans, on a besoin de quelqu'un pour signer le plagiat que l'on fait. On va prendre quelqu'un. Oui. Donc tout le monde l'a lu, c'est bon. Hein. On va prendre quelqu'un pour diminuer les risques. On prend quelqu'un, un petit jeune qui a beaucoup à gagner et peu à perdre. Mais écoutez, merci pour vos commentaires. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Est-ce que vous avez des questions dans le public? Juste à dire quand même oui. que la note de Poincaré est recensée 2 fois dans des revues allemandes, oui. à la même époque, c'est tout. Donc la théorie du complot... il y a suffisamment de travail. Non, Attendez. le travail n'est pas fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Même à Nancy, Monsieur, vous pouvez venir au micro, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est pas assez long. Je suis absolument stupéfait de voir qu'à Nancy, on soit si extraordinairement modeste pour Poincaré. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Il faut examiner les faits qui ont eu lieu. Pourquoi est-ce que Poincaré a été totalement évacué? Je ne sais pas, mais c'est un fait. Si vous voulez bien examiner les faits que vous ne voulez pas citer, je parle de Nancy en général, que Poincaré a été totalement occulté dans sa merveilleuse trouvaille du principe de relativité et de l'invariance des équations de Maxwell, c'est ça qui fonde la théorie de la relativité, qui va éclairer toute la physique du XXe siècle à l'égal de la physique des quanta.
Voilà, je ne peux pas en dire plus. Essayez de lire mon livre qui a été vendu à présent à plus de 1000 exemplaires et qui s'intitule Poincaré, la relativité, Einstein, Planck, Hilbert. Puisqu'on parle d'autorité à autorité, je vais dire que je suis plus convaincu par les articles de Olivier Darrigol et de Scott Walter. Mais voilà. Darrigol ne cite pas les faits, il ne veut pas les connaître. Bon, Poincaré, je vois que c'est un sujet c'est un sujet chaud, très controversé, même 100 ans après sa mort, c'est formidable, hein, vive la physique. Est-ce que, bon, on arrivera à dépatouiller le problème un de ces jours, de toute façon, Poincaré, il est à peu près l'égal d'Einstein, hein, quand même. Einstein n'a rien fait. Non, excusez-moi, je suis à la commission de cosmologie de la SAF. Si Einstein n'avait rien fait, tout ne peut pas être faux dans ce qu'écrit Einstein. Alors, il y a des questions. Guy, viens ici, parce que mon micro n'est pas... j'ai pas de fil. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas le micro sans fil aujourd'hui. Non, bon, c'est pas une question que je veux faire, c'est juste une remarque sur mon trajet, sur mon trajet quotidien à Palaiseau. Je passais depuis des années près d'une rue Henri Poincaré. Et on m'a fait remarquer récemment que dans cette rue Henri Poincaré de Palaiseau, il y a une maison d'Henri Poincaré. Alors j'ai regardé, effectivement, il y a une plaque commémorative sur la maison. La maison est à l'intérieur d'un petit parc, c'était pas évident. C'est pas Palaiseau, c'est à Lozère. C'est sur la ville de Palaiseau, enfin c'est au sud du RER. Et surtout, la seule chose que je voudrais signaler pour mettre un peu pas mettre l'huile sur le feu, c'est que curieusement, cette maison est exactement sur le même méridien que la partie centrale de la nouvelle école polytechnique. Je trouve ça amusant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, donc on peut dire vive Poincaré, et on remercie nos conférenciers de ce soir qui sont venus de Nancy. Et je vous invite à lire toute la littérature sur Poincaré, comme ça vous aurez une idée de tous les côtés. Et je vous donne rendez-vous pour la première réunion, première conférence mensuelle de rentrée, le 12 septembre, où nous parlerons d'un sujet tout à fait différent, la mesure des distances dans le système solaire. La SAF et moi-même vous souhaitons de très bonnes vacances. Au revoir.